Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du Petit Chaperon Rouge. C'est un conte que tout le monde connaît, hein, c'est un conte extrêmement classique. On va le classer parmi les contes d'avertissement. Et puis on pourrait dire que finalement, c'est une forme narrative que l'on va retrouver avec Hansel et Gretel, qui est notre variante, et le Petit Poucet, qui est aussi notre variante. À chaque fois, ce sont des enfants jetés, perdus dans la forêt, volontairement abandonnés par les parents dans le cas par le père dans le cas du Petit Poucet ou de Hansel et Gretel. Dans le Petit Chaperon Rouge, c'est plutôt elle qui va se perdre d'elle-même. Bon. Toujours est-il, on peut dire qu'à chaque fois, ces différentes variantes vont nous permettre de différencier selon... il va s'adresser ce conte si on est une fille, une petite fille, ou si on est un petit garçon, ou alors il s'adresse aux deux. Hansel et Gretel sont les deux visages d'une même entité, en fait. Ce sont les deux pôle féminin et pôle masculin, en fait, de la condition de l'enfant. Et puis vous avez le Petit Poucet, c'est franchement le petit garçon, et puis le Petit Chaperon Rouge, eh bien, est franchement la petite fille. Alors tout d'abord, je vous retrace vite fait l'histoire. Sachant que donc c'est une petite fille qui est mandatée par sa maman pour aller apporter un pot au lait, une galette cuit au four pour l'amener à sa grand-mère, à la mère grand, qui se trouve à l'autre côté de la forêt, dans une région un petit peu, enfin dans une contrée un petit peu plus lointaine. Et la consigne étant surtout, alors ça vous savez c'est souvent récurrent quand dans un film ou dans un conte on vous dit surtout ne fais pas ça, vous êtes bien sûr que le personnage principal, le protagoniste va être amené à transgresser cet interdit. Et donc là l'interdit c'est donc tu ne sortiras pas du chemin, de la route tout tracée, et surtout tu ne suivras pas quelque inconnu que ce soit. Bon évidemment la petite fille se retrouve comme à la croisée des chemins et elle va se retrouver dans une sorte de choix de dilemme. Elle va faire une rencontre qui est la rencontre du loup, qui est plutôt séducteur, plutôt affable, malgré tout fort sympathique, et qui l'invite à prendre la poudre d'escampette, à prendre en fait la liberté. Et est-ce qu'elle suit la consigne qui a été donnée par sa maman? Ben non. Donc finalement, elle va se balader, se promener un petit peu quand même. Et puis quand elle va arriver, ceci dit, le loup la laisse, mais c'est une ruse et une astuce pour aller vite rejoindre la maison de la grand-mère, dévorer la grand-mère, dans le but de la dévorer ensuite. Il se retrouve dans son lit, et quand la petite fille arrive, toquant à la porte, eh bien, il va se retrouver avec certains mots à l'amener à venir dans son lit, du style alors viens ma chérie, et quand elle arrive, tu as de grands bras, mais comme tu as une voix grave, et à chaque fois c'est toujours, mais c'est pour mieux t'enlacer mon enfant, mais c'est pour mieux te parler mon enfant. Vous voyez, c'est une manière très suggestive d'induire une relation sexuelle en fait. Voilà, donc on va se retrouver à la fin, le petit chaperon rouge va être sauvé parce qu'il va être dévoré. Il va être sauvé par un chasseur qui, passant par là, se rend compte de la situation, découpe le ventre du loup et délivre en fait la grand-mère et le petit chaperon rouge. Donc, on a une sorte de décor qui est planté, on a la forêt. Il faut savoir que la forêt, dans nombre d'histoires, même si vous regardez des films aujourd'hui, si vous regardez d'autres contes, à chaque fois la forêt est un indicateur de l'inconscient. Vous savez, on se plonge dans une forêt à travers un dédale, et plus on va dans le cœur de la forêt, c'est comme si on opérait une exploration à la quête, vraiment comprendre ce qui est dans un lieu obscur, sombre, où il y a toutes les entrelacs des branchages, et on suit un chemin sinueux pour s'enfoncer dans la forêt, comme on procède à cette exploration de l'inconscient et à la découverte de choses qui peuvent être obscures. Dans l'inconscient, d'un point de vue jungien, il se trouve l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que
on ne veut pas voir de soi, tout ce qui nous dérange, tout ce qui on le fuit en fait, cette ombre, c'est tout un peu comme une poubelle dans laquelle on y mettrait nos névroses, nos angoisses, nos peurs, nos a priori, des opinions, des croyances, des projections. Alors vous voyez, c'est une sorte de territoire qui peut nourrir comme ça des comportements, des attitudes, des situations qui peuvent être négatives et douloureuses. Alors, la petite fille, donc le petit chaperon rouge, est habillé d'un vêtement rouge. Rouge, c'est vraiment la couleur du sang, de la vie. C'est aussi l'idée de l'affirmation de soi. Par exemple, pour ceux qui s'intéressent au tarot, on va retrouver aussi cette symbolique-là. Souvent, des personnages qui vont avoir du rouge invitent à une forme d'affirmation, de prise de pouvoir. Dans le processus d'individuation, il y a un moment donné où on s'affirme, on se positionne. Donc là, la petite fille, elle est dans un stade prépubère, elle va quitter le monde de l'enfance pour aller vers le monde de l'adulte. Donc elle va vivre un apprentissage à travers cette expérience. Le conte est une parabole, il symbolise pour toutes les petites filles finalement ce passage à l'adulte en explorant aussi sa sexualité et son rapport au désir. Alors que symbolise le loup ? Compère le loup, on le dit dans certains contes. Hein, vous l'entendez dans la signification, compère. On parle du père, hein, donc c'est le rapport au père et la rencontre à l'homme, à la sexualité masculine, au désir des hommes. Alors il est à la fois, vous voyez, il a une double figure. Il peut être ce prédateur, ce chasseur, séducteur, qui opère une dévoration de l'enfant à la fin, lorsqu'il dévore et qu'il mange la petite fille à travers tout ce jeu érotique de mon enfant, c'est pour mieux t'enlacer, c'est pour mieux t'embrasser que j'ai des grands bras. C'est, vous voyez, ce pouvoir parfois maléfique et donc quelque part incestueux, oedipien, de certains pères qui ont un désir terrifiant pour leur petite fille. Et c'est un peu une mise en garde par rapport à ce désir-là de certains pères qui transgressent cet interdit-là. L'inceste est un interdit voilà, qui est universel. Alors il y a aussi, on pourrait le voir de l'autre côté, il y a aussi le désir de la petite fille. Et ça, c'est ce que Freud appelle ce désir inconscient oedipien de plaire à son père. Quelque part, il est le premier homme qu'on désire, qu'on a envie d'avoir. Mais bon, normalement, un bon père doit signifier, non, ma petite fille, tu n'auras pas de relation avec moi, je t'aime beaucoup, mais la femme de ma vie, c'est ta maman. Donc ça permet de construire après, parce qu'il y a un nom qui est constructif. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu une évocation de toutes ces situations possibles. Puis il y a le chasseur aussi. Le chasseur, c'est une autre forme de père, celui qui vient sauver. Alors là, c'est le bon père protecteur, on va dire. Hein, celui qui, à la fin, va ouvrir le ventre du loup et sauver la grand-mère et la petite fille. Il y a la grand-mère aussi. Alors la grand-mère, qu'est-ce qu'elle représente ? La grand-mère, vous l'entendez aussi quand on le dit, grande mère. Elle est la mère grand. Donc elle représente un archétype, elle représente l'archétype féminin, la première femme. La trajectoire qu'opère la petite fille en partant de sa maison jusqu'à la maison de la grand-mère, c'est comme si elle remontait dans le temps et qu'elle allait explorer toute cette représentation de la femme au fil des siècles jusqu'à revenir à la première mère, la grande mère, à la Ève originelle. Et elle fait donc cette trajectoire. D'ailleurs, elle va du four au moulin, elle passe près, la maison de la grand-mère se situe près d'un moulin. Le moulin, vous voyez, c'est aussi dans la symbolique, on va retrouver cette forme de cercle, c'est le cercle, la roue de fortune, et on va retrouver, vous voyez, cette notion, la roue de fortune, une carte qui parle beaucoup des transmissions transgénérationnelles. Donc, il y a vraiment toute cette filiation autour des femmes, la mère, la grand-mère, et puis jusqu'à la petite fille qui est le petit chaperon rouge. Donc, il y a vraiment là, ici, vous voyez, aussi tout
un héritage idéologique, culturel, émotionnel, pris entre des entrelacs d'émotions sombres, obscures, tout un vécu de la femme, de génération en génération, des femmes parfois sacrifiées, humiliées, désavouées, rejetées. Donc il y a tout, vous voyez, tout cet héritage que la petite fille est amenée à aller faire, enfin à aller découvrir, à aller dévoiler. Donc ce parcours initiatique l'invite à aller explorer toute cette part-là de son histoire. Et donc il y a tout un travail aussi, je dirais, de gestation, parce que elle va amener ce pain, cette brioche, enfin ce pain qui a dû gonfler, qui a dû avant d'être cuit. Et donc vous voyez, il y a tout ce travail d'intégration, ce travail de maturation que produit la psyché quand on fait ce travail intérieur, ce que Jung appelle la psychologie des profondeurs. Hein. Donc on est vraiment dans cette exploration-là. Voilà, et donc là, la transgression, elle est importante aussi parce que quelque part, pour être une femme, il faut quand même s'affranchir, couper par rapport à la mère. Le fait qu'elle désobéisse, qu'elle quitte le chemin pour aller papillonner, cueillir des fleurs, goûter vous voyez, à la liberté, c'est une manière aussi de construire sa propre psyché, sa propre psychologie, en dehors de tous ces héritages maternels, des héritages qui peuvent être des croyances, des dogmes, voilà, des assertions, des admonestations maternelles dont elle doit se libérer aussi. Donc elle ne pourra pas faire autrement que finalement d'opérer de franchir cet interdit-là. La transgression ici est une transgression qui l'aide à se réaliser. Donc vous voyez, il y a différents interdits dont on parle dans ce conte. Donc c'est un conte qui s'adresse à notre inconscient collectif, à tous. C'est une manière détournée de prémunir la petite fille qui est aux prises avec des conflits intérieurs entre la répulsion qu'elle peut ressentir face à certains adultes hommes prédateurs, à la fois aussi la séduction et l'attirance, le désir, la libido qu'elle peut ressentir vis-à-vis de certains hommes, et donc la frontière est fine entre ces hommes qui abusent, qui sont des violenteurs, et on pense en ce moment à toutes ces affaires comme si tout remontait à surface, hein, ça fait des années, et puis aujourd'hui on nous parle d'inceste, de viol, d'agression d'enfants, de mineurs, de petites filles. Vous voyez, c'est des sujets qui sont très actuels, très contemporains, et vous voyez, on en parlait déjà dans les contes, donc je pense qu'aujourd'hui on dit tout haut ce qui depuis des lustres et peut-être des siècles, finalement on a tendance à taire. C'est vraiment une omerta au sein de la famille par rapport à cette notion de sexualité, du désir, la gestion du désir des adultes face à leurs enfants, la gestion des enfants, de leur propre désir pour les adultes. Vous voyez, il y a quelque chose là qui fait travailler. Aujourd'hui, donc, je pense que toute cette parole libérée aide à clarifier tout ça et à redonner du pouvoir, du crédit à la femme et au statut de l'enfant. Donc, c'est un petit peu ce qui se joue. Bon, la morale de l'histoire, c'est effectivement, on ne peut pas faire confiance comme ça non plus, se donner corps et âme comme ça à tout homme qui passe, qui nous promet monts et merveilles. Il faut faire attention, qu'il peut y avoir, ça infiltre un peu une projection, c'est-à-dire on cherche un peu ce père idéal à travers un compagnon, et puis finalement on a affaire au bad boy. Un homme destructeur, un pervers narcissique qui pourrait nous dévorer. Et puis, il y a aussi les chasseurs, comme dans le conte, celui qui vient sauver. Il y a aussi des hommes bienveillants. Donc, tous les hommes ne sont pas des abusateurs nés, et tous les hommes ne sont pas non plus des héros chevaleresques. Donc, il s'agit de cheminer entre ces deux extrêmes, de ces deux polarités. Et puis, pour la petite fille, il y a vraiment ce besoin d'aller voir, d'aller dévoiler tout ce qui est de l'ordre des illusions, des faux semblants, des croyances parentales, maternelles, et d'aller opérer ce cheminement. Donc, on sait qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'affranchissement, de l'autonomie. Elle acquiert une certaine autonomie affective du fait de vivre cette expérience, cette déambulation initiatique au travers de la forêt.
Alors les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite, si vous avez aimé cette explication, à liker, à partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Sophie la Psy. D'autres comptes vont arriver. Et puis je tenais à vous signaler la parution de mon livre, Se réaliser avec le tarot, qui est donc édité aux éditions Le Duc. Pareil, vous pouvez vous le procurer en toute bonne librairie ou sur les plateformes internet. Voilà, et je vous dis rendez-vous à une prochaine fois.